France Culture, il est midi, Caroline Brouet au micro. Bonjour à tous et bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Boris Pinault et la collaboration de Coquelicot Vital. Une grande table qui a choisi, d'accompagner votre déjeuner pascal en mots plutôt qu'en musique comme ces longs derniers jours, ce qui ne l'empêche pas d'être attentive au bruit du monde qui l'entoure tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Maison Ronde. Une grande table où l'on souhaite qu'il reste possible à Radio France et à France Culture d'offrir aux auditeurs le meilleur de la culture et des idées. La Grande Table, vous le savez, c'est deux parties séparées par un journal à 12h30. Journal présenté aujourd'hui par Antoine Mercier. Bonjour Antoine. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Radio France entrait donc dans son 19e jour de grève, des négociations qui avaient repris samedi, qui ont été interrompues samedi soir sans accord. Invité ce matin de France Inter, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, répète que le PDG Mathieu Gallet a toutes les cartes en main pour sortir de ce conflit. La visite à Washington hier du ministre de l'économie grec Yanis Varoufakis, qui cherche apparemment à éviter le défaut de paiement cette semaine. La Grèce a l'intention d'honorer toutes ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, et ce ad infinitum, a déclaré le ministre après une entrevue avec Christine Lagarde. Au Yémen, c'est toujours le conflit entre les rebelles chiites houthis qui sont soutenus par l'Iran et qui continuent donc de progresser malgré les raids de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui demande ce matin des soldats et des avions de combat au Pakistan. On en parlera donc tout à l'heure avec Éric Biégala. Et puis on reviendra sur cette polémique de nombreux responsables politiques qui condamnent le refus de la RATP d'apposer la mention au bénéfice des chrétiens d'Orient sur une affiche de promotion d'un concert du groupe Les Prêtres à la RATP qui avait invoqué le principe de neutralité du service public. L'invité du journal, ce sera Axel Poniatowski qui est député UMP du Val d'Oise. Et dans la dernière partie, Caroline ? Eh bien, la question qui est sur toutes les lèvres, comment en sortir ? Figurez-vous que c'est celle que pose notre invité à 12h55 dans son livre La gouvernance par les nombres. Il s'agit du professeur au Collège de France, Alain Supiot. Et pour commencer cette émission, à l'occasion de la sortie en salle mercredi d'un biopic, retour sur la vie et l'œuvre de celui que les Italiens considèrent à la fois comme le dernier des anciens et le premier des modernes, un monument de la littérature en Italie, un homme qui disait vivre pour ne jamais avoir à baisser la tête devant quelqu'un et toujours dans le mépris des mépris et la dérision des dérisions, l'auteur du Zibaldone, Giacomo, je dis bien, Leopardi. Et pour parler de Leopardi, ça sera plus facile comme ça. Deux invités. Mario Martone d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes également metteur en scène d'opéra. Vous signez Leopardi, Il Giovane Favoloso. Vous pouvez nous le traduire, Il Giovane Favoloso, avec l'aide d'Antonella Vignoli? Il Giovane Favoloso è un'espressione impensabile. Il Giovane Favoloso, c'est une expression que vraiment on ne peut pas imaginer en Italie pour ces poètes. Parce que finalement, en Italie, on pense que Leopardi est un poète triste, malade. Mais en effet, Leopardi a été surtout un révolté, un poète qui avait faim de la vie, affamé par la vie. Et que tout ce que la mélancolie, la tristesse lui apportait, arrivait à la transformer dans une énergie créative. Il a toujours été jeune, il est mort jeune, mais à part le fait qu'il est mort très jeune, tout ce qu'il a écrit a vraiment les tempos de l'adolescence. Et il avait une imagination extraordinaire, fabuleuse. Et donc, il était un jeune homme fabuleux et non pas un poète
triste parce que bossu. Je comprends pourquoi le titre vous avez préféré, Mario Martone, et le garder en italien. C'est un film qui était en compétition officielle au Festival de Venise et qui sera présenté en salle en France dès ce mercredi. Deuxième invité de cette première partie de la Grande Table, Bertrand Scheffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Votre dernier roman a paru aux éditions POL sous le titre La photo au-dessus du lit. Mais vous êtes également traducteur, notamment de l'œuvre majeure des Leopardi, le Zibaldone, publié en 2003 chez Alia. Vous venez d'entendre Mario Martone, Bertrand Scheffer, parler de ce poète né en 1798 et mort en 1837 comme d'un poète triste, considéré comme triste, malade parce qu'il était de santé fragile et on le voit très bien dans le film de Mario Martone, mu par la mélancolie mais avec un tempo d'adolescence. Est-ce que vous parleriez, vous, des Leopardi en ces termes-là ? Oui, je trouve que c'est assez magnifique avec le temps, la figure de Leopardi remonte et s'arrache au pessimisme dans lequel il avait été un peu enfermé avec les années. C'est Alfred de Musset qui l'appelait le sombre amant de la mort. Et progressivement, au XXe siècle, d'autres commentateurs ont dit que c'était l'amant de la vie, notamment Giorgio Colli, je crois. C'est Sergio Solmi qui l'appelait l'amant de la vie. Et donc, je trouve que c'est très beau qu'avec le temps, au fond, la figure de Leopardi se métamorphose, s'ouvre à nouveau, en quelque sorte, à la civilisation à la fois moderne, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait inspiré aussi la modernité, et maintenant à la civilisation contemporaine, avec un film, avec le cinéma. Je trouve que c'est d'une certaine façon l'une des plus belles récompenses pour ce petit conte des Marches qui en effet était maladif et qui était resté enfermé dans son palais pendant très très longtemps, qui avait pu à peine faire quelques voyages à Florence, Rome, et pour finir finalement sa vie à Naples, mais qui a vécu vraiment comme ça dans une sorte de claustration. Depuis cette claustration, qui a réussi à repenser toute la poésie italienne, mais aussi au fond toute la philosophie européenne, et qui très vite a été enfermé comme ça dans cette idée de mélancolie et de tristesse au fond. Et on voit bien, parce que le Zibaldone dont vous parlez, qui a été publié 100 ans après sa mort, et traduit par votre serviteur encore plus longtemps après, c'est-à-dire presque 100 ans plus tard encore, est une œuvre en fait qui contient à elle-même tous les systèmes à venir. On va revenir bien entendu sur cette œuvre majeure, Bertrand Scheffer, mais encore un mot sur l'homme avec vous, Mario Martone, parce que Bertrand Scheffer utilise le mot de claustration, d'enfermement. Et dans votre film, on voit bien en particulier dans la première partie qui est sa jeunesse dans cette petite ville qu'il a quittée, qui est Recanati, voilà, et qui était une ville où il vivait enfermé dans l'immense bibliothèque de son père qui était un comte et qui l'a poussé à faire des études très approfondies de philologie, des études classiques de latin grec. Il était comme un étudiant prodige, Leopardi. Vous montrez bien comme il était presque prisonnier. Il a été prisonnier d'un père qu'il aimait énormément. Vous montrez beaucoup d'amour, mais prisonnier malgré tout d'une éducation très rigide, très catholique aussi, très croyante, mais dans un aspect très dur de la religion, et également prisonnier de sa propre nature, malade, chétif, devenu bossu. Et il disait lui-même: de ma naissance, je ne dirais qu'une chose, mais lourde de conséquences, c'est que je suis né dans une famille noble, dans une ville ignoble d'Italie. Un sentiment de prison, de claustration qui l'a mu toute sa vie.
Leopardi, il rapporto di Leopardi con suo padre La relation entre Leopardi et son père est un peu comme celle entre Mozart et son père. C'est-à-dire, ils étaient des enfants prodiges, donc qui suscitaient l'orgueil du père, mais Monaldo, qui est le père réactionnaire, très brillant, gardait enfermé son fils malade dans la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, d'ailleurs, on peut la visiter encore aujourd'hui dans la ville de Recanati. Est un peu comme une image de Borges. C'est-à-dire que Leopardi apprend tout en restant enfermé dans cette bibliothèque. Et il fait toute l'expérience de la vie. Il parle cette langue, même l'hébreu. Et donc son monde coïncide avec la bibliothèque. Et en même temps, il est prisonnier, donc il a ce grand désir de s'échapper. Et moi, j'ai tourné ce film parce que je pense que la vie de Leopardi est un voyage en Italie extraordinaire. C'est-à-dire que l'on part de cette petite ville des marches et on arrive grâce à l'amitié avec Ranieri qui était un napolitain dont on a écrit un livre d'ailleurs, et grâce à cet ami Ranieri arrive à se libérer, un peu s'affranchir de la famille, et il ira à Florence. Mais à Florence, on retrouvera d'autres cages, la dimension sociale, les cages de la culture de l'époque, les cages de l'illusion de l'amour et toutes les échecs qui vont toucher profondément Leopardi. Donc, Leopardi fait l'expérience de la vie et rencontrant des cages successives, comme pour tout le monde. Mais Leopardi arrivait à ouvrir ces cages grâce à la force de sa pensée. Il arrive à Naples. Naples est une grande capitale européenne, mais en même temps, cette fois-ci, une ville sauvage, immergé dans la nature. C'est-à-dire, on retrouve à Naples les éléments de la nature, mais aussi des êtres humains très forts. Et Leopardi, quand il arrive à Naples, il n'a plus rien à perdre. Et donc, il s'abandonne à cette dimension des sens. Et il invente même un philosophe indien. Et il arrivera à terminer sa vie, lui qui s'était posé toutes ces questions sur la nature comme un athée, il terminera sa vie sous un volcan, sous le Vésuve qui a enseveli Pompéi. Donc, ce jeune homme malade, chétif, qui n'a vécu aucune aventure, eh bien, sa vie est une grande aventure de l'esprit et de ce passage des différents territoires, l'un après l'autre. Bertrand Scheffer. Ah oui, alors ça m'intéresse énormément ce que vient de dire Martone, parce que ça confirme une sorte d'intuition que j'ai depuis longtemps, que le film de Rossellini, Viaggio in Italia, est un film pour moi léopardien. Et ce que Martone vient de décrire ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire on descend vers Naples, comme une sorte de cœur de la vie, et il y a une sorte d'éruption comme ça qui fait éclater la mélancolie du Nord, pour devenir en fait une sorte de noyau absolument vivant. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé dans la fin du film. Ne révélez pas tout. Non. Le film sort mercredi, personne ne l'a vu encore. Avec la Ginestra, c'est le poème. Le grand poème de Leopardi sur le Vésuve. Ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. L'acteur qui incarne Leopardi dans le film, Elio Germano, dit de lui qu'il est punk, grunge, que Schopenhauer et Nietzsche se sont formés avec son œuvre,
que l'existentialisme naît aussi de lui et que pour sa part, il y a vu Wittgenstein et la pensée orientale des années 70, qu'en quelque sorte, Leopardi est un Pasolini de son temps, Bertrand Scheffer. Deuxième réflexion qui m'intéresse énormément, parce que en voyant le film de Martone, j'ai pensé à un autre film, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que le cinéma est en train de redéfinir en fait ce que c'est que le biopic, parce que j'ai quand même pensé au film de Ferrara sur Pasolini, en fait, en voyant le film de Martone. Je trouve que c'est des films en quelque sorte, qui dialoguent d'une certaine façon l'un avec l'autre, et que j'aime beaucoup l'un et l'autre. Et Mario Martone approuve de digne de la tête. Et ton Zibaldone? Eh bien, il avance. Comment pourra-t-on lire toutes ces pensées à la suite? On n'y comprendra rien. Il y a un ordre. C'est un système. Oui, je sais. C'est un système qui introduit un scepticisme raisonné et démontré. Tel que malgré tous les progrès, la raison ne pourra jamais se défaire de ce scepticisme, car il contient le vrai. Et en quoi consiste le vrai? Il consiste dans le doute. La raison humaine ne peut trouver le vrai qu'en doutant. Elle s'éloigne du vrai chaque fois qu'elle juge avec certitude. Qui doute sait, du mieux que l'on puisse savoir. Un extrait de Leopardi, le film de Mario Martone. Et ton Zibaldone, demande l'interprète dans ce film. Alors Bertrand Scheffer, qu'est-ce que le Zibaldone qui entremêle considérations philosophiques et lyrisme poétique? On est vraiment à cheval entre la poésie et la philosophie. Ouais, c'est un journal que Leopardi a tenu pendant 15 ans à peu près, qu'il a arrêté dans les dernières années de sa vie et qui le suivait comme ça en permanence. Et c'est une espèce d'immense cahier philosophique. Alors les comparaisons, on peut tout dire. On peut dire que ça rappelle les pensées de Pascal, les essais de Montaigne, enfin les considérations inactuelles de Nietzsche. Enfin, on a beaucoup de choses à comparer, mais évidemment c'est incomparable. Zibaldone, ça veut dire une espèce de brouillon, de miscellanée, de mélange, dans lequel, disons, Leopardi pose quelques pensées comme ça, à la fois des essais philologiques, des ébauches de systèmes philosophiques et des lancements, si on peut dire, poétiques. Et il va revenir dessus. C'est-à-dire que c'est une espèce d'immense... On parlait de Borges tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez borgésien, c'est-à-dire quelque chose qui s'auto-engendre, qui revient sur lui-même, qui grossit de manière complètement démesurée, et qui finit par absorber de l'intériorité de son auteur, en fait, toutes les frontières de la pensée, de l'esprit, et dont on pourrait dire, alors qu'à la fois elle est l'ébauche de plusieurs systèmes philosophiques sur la nature, sur le mal, sur le plaisir, sur l'accoutumance, la suefazione, etc., ce genre de choses, mais que c'est aussi la longue métamorphose possible de la philosophie en poésie. Pour moi, c'est ce que, à la fin, au fond, je trouve, c'est la déconstruction en fait du discours philosophique pour lui redonner la vitalité poétique dont il manque à l'époque où parle Leopardi. Mario Martone, le Zibaldone, est-ce que vous diriez que il est à la fois la traduction de l'esprit de Leopardi, mais aussi de l'esprit d'une époque qui se retrouve aujourd'hui? Et que c'est la raison pour laquelle vous aviez envie d'exhumer cette œuvre et son auteur dans un film maintenant, en 2015. Lo Zibaldone, come tutte le cose che ha scritto Leopardi, comme tout ce que nasce sempre da Leopardi a una écrit, spinta autobiografica. naît Che toujours lui par scrivesse versi un sursaut o pensieri autobiographique. e tutto nasceva dalla Il propria pouvait écrire des esperienza pensées, individuale. des poèmes, Questo des è essais molto philosophiques, speciale mais per tout uno commence scrittore, par une poeta expérience del primo individuelle. Ottocento. Et c'est quelque chose de E nouveau pour questo ci le fa anche début capire perché du Leopardi 19e. era Et difficile da capire c'est dai suoi pour ça que
que Leopardi était difficile à comprendre par ses contemporains. Leopardi est une force du passé, et donc là je cite Pasolini qui faisait dire cela à Orson Welles. Et c'est une force donc du passé qui va au-delà de sa propre époque. Donc, quand j'ai mis en scène, par exemple, les petites œuvres morales, je l'ai mis en scène au Théâtre de la Ville aussi en 2011, eh bien, ça a été une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été le laboratoire qui m'a permis de rentrer dans le monde de Leopardi. Bertrand sait très bien qu'il s'agit d'un univers complexe, fascinant. Et à partir de cette mise en scène des petites œuvres morales, on a pu comprendre comment Leopardi pouvait parler à notre époque. Leopardi était difficile pour ses contemporains, mais il est très fort, bouleversant et très clair pour nous, pour pouvoir comprendre ce qu'il écrivait. Quelle place a-t-il aujourd'hui en Italie? Est-ce qu'on le considère comme un monument de la littérature en Italie? Est-ce qu'il est étudié à l'école? Mario Martone. Je dirais qu'il y a eu dernièrement une sorte de tremblement de terre pour Leopardi. Alors, imaginons que les plus grands poètes, parce qu'il s'agit d'un monument pour la littérature italienne, eh bien, ce très grand poète, ce n'était pas facile pour l'Italie, pour une culture un peu arriérée italienne, d'accepter que ce grand poète était un révolté, un athée, qu'il était contre toute forme de clan culturel. Il s'agit donc de poser au sommet de la littérature italienne quelqu'un qui est contre tout ce que la littérature italienne normalement devait représenter. Aujourd'hui, donc, accepter cela est une sorte de défi, de pari. Et en Italie, mon film a été vu par plus d'1 million de spectateurs. Donc, le résultat est tout à fait extraordinaire. Et ces nombres montrent justement comme le rapport, la relation avec ce poète est en train de changer complètement. Et je pense que cela peut évidemment s'élargir bien au-delà de l'Italie. Et en France, ce sont les éditions Alia, donc, qui ont entrepris un travail de traduction considérable, d'ailleurs de réédition à l'occasion de la sortie de votre film, Mario Martone. Nous sommes en ligne avec le directeur des éditions Alia, Gérard Bérébi. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous, Gérard Bérébi, ce qui vous a conduit à entreprendre ce travail d'édition, d'abord, et de réédition des œuvres de Leopardi, dont justement les petites œuvres morales dont parlait Mario Martone à l'instant. L'aventure pour moi a commencé en 1992 avec la publication des Pensées de Leopardi, dont on a publié le texte complet dans lequel Leopardi affirme que le monde n'est que l'association des coquins contre les gens de bien, des plus vils contre les plus nobles, ça avait tout pour nous séduire. C'est un ami italien, Gianfranco Sanguinetti, qui a attiré mon attention sur l'œuvre léopardienne en me précisant que, d'après lui, les Français, depuis plus d'1 siècle, s'étaient concentrés à faire connaître le Léopardi poète. Et il m'a aidé à découvrir qu'il y avait un Léopardi penseur et un Léopardi philosophe. Ce qui fait que dans cette aventure éditoriale, on a négligé les poésies de Leopardi qui ont été traduites à de nombreuses reprises, et on s'est attaqué à la traduction de l'intégralité de l'œuvre de Leopardi, et en un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les Pensées
en 1992, et on a achevé provisoirement ce grand chantier en publiant tous les livres dans des nouvelles traductions de Leopardi par le Zibaldone qu'a superbement traduit Bertrand Schaeffer et que j'ai publié en 2003, c'est-à-dire 11 ans après. Nous arrivons à avoir plus de 20 livres au catalogue de Leopardi et sur Leopardi. Et ce qui m'a passionné, c'est que Leopardi n'a pas mis en place un système philosophique abouti et fermé. Quand on lit ses différents ouvrages, ses discours ou son Zibaldone, on y entre par n'importe quel côté et il y a un écho contemporain qui est absolument étonnant, notamment dans le domaine politique où Leopardi affiche un côté tout à fait visionnaire. Je vous donnerai un seul exemple quand il écrit « Aujourd'hui que le pouvoir est concentré dans quelques mains, on assiste aux événements, mais on en ignore les raisons. Et le monde ressemble à ces machines actionnées par quelques mécanismes secrets ou à ces statues qu'anime un comparse dissimulé dans leur flanc. » Et j'ai l'impression qu'en lisant cela, que ça a été écrit aujourd'hui. Et Leopardi avait cette capacité d'anticiper ce qui allait devenir, et il démontre une chose à mes yeux fondamentale et qui m'a profondément influencé, c'est que le monde va de progrès en progrès vers la civilisation, et l'apport tout à fait nouveau chez Leopardi, c'est quand il démontre qu'après la civilisation, nous retournons à la barbarie. Merci beaucoup Gérard Bérébi pour cette déclaration d'amour à l'œuvre et peut-être même à l'homme qu'était Giacomo Leopardi. Et merci à vous Mario Martone, poète, philosophe et donc désormais personnage de film que ce Leopardi, Il Giovane Favoloso, qui sortira mercredi en salle. Merci beaucoup Bertrand Schaeffer. Le Zibaldone dans votre traduction est donc disponible chez Alia. Juste un petit mot pour vous dire que de Leopardi, on peut passer avec vous Mario Martone à Shakespeare, puisque vous reprendrez Macbeth, mais cette fois à l'opéra Sous la baguette de Daniele Gatti du 4 au 16 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci encore.